bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Kairos. Kairos, le podcast opportun, l'émission que l'on attendait avec impatience, l'entretien qui tombe à pic, peu importe la façon dont vous l'appelez. L'important, c'est que vous soyez fidèles à ce rendez-vous. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai le grand plaisir de recevoir un nouvel invité, Nicolas Maillot. Nicolas, bonjour à toi, comment vas-tu? Et bonjour Daniel. Écoute, je vais très bien et je me réjouis en tout cas de cette interview. Et puis, en tout cas, j'ai été ravi aussi de faire de ta connaissance ces derniers temps. Super, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à ma proposition. Nicolas, j'ai une question assez classique Ouais. pour débuter tous mes entretiens. Est-ce que tu peux brièvement revenir sur ton parcours de vie, ton parcours professionnel et ce qui nous vaut le plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission? Ok, écoute, je suis papa déjà de trois jeunes enfants. Donc déjà, c'est un bel accomplissement. Parcours de vie, je suis passé d'abord par du business school, par des écoles de commerce, et puis ensuite je me suis, orienté vers tout ce qui était, le bien-être. Ouais. Donc, j'ai commencé par être praticien en massage thaï, donc formé dans une école en Thaïlande du Nord. Donc j'ai exercé ça pendant à mi-temps, puisque j'avais une autre activité aussi dans une entreprise de tout ce qui était, la régulation émotionnelle dans l'entreprise. Et puis j'ai fait ensuite des études, à Genève en nutri-détox. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça m'a effectivement, ouvert, on va dire mes champs de curiosité et de compétences dans tout ce qui est lié à l'intoxication des métaux lourds, principalement, et comment la nutrition peut aider, comment des bilans d'analyse peuvent effectivement vérifier certains symptômes. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai acquis différentes expériences thérapeutiques, et notamment aussi en me formant à l'hydrothérapie du côlon. Mhm. Et puis, j'ai, on va dire, exploré différents univers, que ça soit donc en face à face dans mon cabinet, que ce soit dans des centres de santé pluridisciplinaires avec des médecins et des thérapeutes, que ça soit aussi dans des grandes cliniques esthétiques de luxe sur Lausanne et sur Genève. Et puis voilà, donc je suis de plus en plus aussi intéressé à tout ce qui est développement de projet. Donc je m'oriente plus maintenant vers des responsabilités de cadre et de laisser au fur et à mesure la partie thérapeutique, même si effectivement, c'est encore quelque chose qui me plaît. Mhm. Ouais, bon, donc on l'a compris, un parcours de vie et de vie professionnelle très, très riche, très vaste. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'avais envie qu'on partage ensemble essentiellement autour de la thématique des métaux lourds. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Ça fait aussi partie des domaines qui sont paradoxalement finalement très peu connus, très peu médiatisés, mais très peu connus, y compris dans le détail dans le monde, je dirais, de la santé alternative et des thérapies naturelles. Euh, Est-ce que brièvement, tu pourrais nous brosser un peu un état des lieux de ce que sont les métaux lourds et de quel est le degré d'exposition auquel on est tous confrontés? Alors les métaux lourds, effectivement, c'est un peu un sujet, à la fois à la mode et à la fois très peu connu, puisqu'on on a le sentiment que ce sont des éléments qu'on a dans notre organisme qu'on peut facilement éliminer par différentes techniques. Après qu'il ait fait d'ailleurs beaucoup de dégâts dans l'organisme. Donc il y a différents, types de métaux lourds. Il y a aussi après les pesticides, il y a aussi, voilà, tout plein d'autres toxiques. Hem, ce qui est intéressant, et souvent j'explique un peu cette histoire, c'est qu'il y a à peu près plus de 150 ans, l'humanité était peu, voire quasiment pas intoxiquée par les métaux lourds. Donc effectivement, quand on a ensuite eu la révolution industrielle avec le charbon, et puis au fur et à mesure, toutes les industries qui se sont développées, notamment aussi la pollution atmosphérique liée au pétrole, aux voitures, et ensuite au fur et à mesure à l'utilisation de métaux lourds dans différentes industries, on s'aperçoit qu'elle est présente partout, et que maintenant, si on faisait, on va dire, une analyse de sang ou une analyse diverse et variée pour comment dire, connaître la quantité de métaux lourds qu'on a par rapport à quelqu'un qui vivait il y a 150 ans et celle d'aujourd'hui, on verrait qu'aujourd'hui, en fait, notre organisme, il est bombardé et il doit gérer des quantités, alors, infinitésimales, mais assez concrètes de microtraces, de substances.
et dont le corps, en fin de compte, les métaux lourds dont le corps n'a aucune utilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du cuivre. Le cuivre a une utilité pour le corps. Le zinc a une utilité pour le corps. Donc, on va dire que c'est dans l'environnement des métaux, mais qui sont des substances, des minéraux qui sont essentiels pour le corps. Alors que les métaux lourds, comme le cadmium, le mercure, allez, on va inclure même l'aluminium, même si ce n'est pas techniquement un métaux lourd, sont des substances qui sont plutôt, enfin, qui sont très toxiques pour le corps. Et je dirais, on a une hypersensibilité aussi à ces métaux lourds, et donc on peut pas dire que c'est en fonction d'un certain seuil qu'on développe des pathologies ou des symptômes, mais simplement que, voilà, on peut avoir par exemple une personne qui peut être énormément malade parce qu'il a un point de mercure dans un amalgame, tout petit, et puis son voisin en a 8 gros plombages, sachant que dans un amalgame, quand on dit plombage, il n'y a pas de plomb, il y a 50% de mercure et puis le reste, c'est un alliage de métaux. À ce moment-là, cette personne peut-être va pas déclarer des symptômes ou des pathologies pendant quasiment toute sa vie. Même si on sait que quoi qu'il arrive, chaque patient qui est au contact de métaux lourds est impacté. Voilà, donc après, il y a des prédispositions génétiques qui font que ça protège, d'autres qui ont une hygiène de vie qui va faire que ça va stabiliser ou faciliter effectivement la détox du corps de ces métaux lourds. Mais on est quand même face à une problématique où, par exemple, le mercure, le corps ne peut l'éliminer qu'à 20%. Donc c'est très D'accord. peu. Mhm, Donc mhm. il y a quand même 80% ensuite qui vont se loger dans les graisses. C'est pour ça qu'il faut faire attention, effectivement, pour ceux qui ont beaucoup de mercure en bouche, dans les amalgames, de ne pas faire des régimes amaigrissants, de ne pas prendre de la spiruline ou de la chlorella à tout va, parce que ce sont des mauvais chélateurs. Voilà, donc il y a, de plus en plus, je suis aussi dans la sensibilisation à une détox qui soit consciente, scientifique, mais aussi en douceur. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt que toi, tu portes à ce type de pratique. Oui, oui, absolument. Bon, là, on a bien compris par tes propos que tu t'es beaucoup spécialisé dans la chélation des métaux lourds dans le contexte des amalgames dentaires et puis de quelque chose qui finalement est très, très insidieux, hein, parce que souvent, même en tant que thérapeute, on est confronté à des tableaux cliniques qui sont pas forcément évocateurs d'une intoxication avec des métaux lourds, mais qui peuvent avoir une symptomatologie qui renvoie bah, à des migraines avec une étiologie pas forcément toujours très, très bien documentée. Et c'est Ouais, vrai qu'on va aller parfois chercher des choses qui sont aux antipodes de l'amalgame dentaire alors qu'il est impliqué. Avant de revenir vraiment sur cette problématique des amalgames dentaires et de la ouais, chélation, tu as évoqué quelque chose d'intéressant, c'était le fait que à quantité d'exposition équivalente, eh ben, chez un individu ou un autre, on aura une symptomatologie qui va être beaucoup plus significative ou non. J'ai trouvé que c'est intéressant parce que même si tu as une approche très rationalisée, je trouve que c'est une réflexion qu'on pourrait entendre chez un naturopathe avec la notion de terrain qui prouve bien qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir une prise en charge individualisée parce que pour une exposition identique, on a des réactions qui sont complètement différentes. ouais. Aujourd'hui, euh, à la louche, on a une idée à la fois des quantités de métaux lourds différents auxquels on est exposé en termes de variété et en termes de quantité, bien que là aussi, il y ait une notion d'exposition de vie, d'épigénétique et de mode de vie qui font que j'imagine on diffère radicalement, hein, même sous des latitudes identiques. Mm. On a un peu des notions chiffrées. Alors, en préambule, avant de répondre à ta question, quand on parle de chélation, alors je ne pratique pas la chélation, c'est un acte qui est considéré comme, qui doit être pratiqué par un médecin Oui, et par une infirmière, enfin sous contrôle en fin de compte d'un médecin, et puis pratiqué par une infirmière, puisqu'on injecte effectivement un agent chélateur. Ça, c'est la chélation, on va dire, chimique, qui est aujourd'hui, bon, même si effectivement il y a beaucoup d'effets secondaires, donc il faut y aller vraiment avec douceur, qui est celle, on va dire, qui a le plus d'efficacité pour aller vraiment extraire les métaux lourds. Mais encore une fois, ne foncez pas chez votre médecin ou votre infirmière ou chez n'importe quel centre pour dire, voilà, je veux absolument m'enlever tous ces métaux lourds. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a le travail de l'anamnèse. C'est-à-dire que quand on est à une anamnèse, c'est un questionnaire qui est primordial, puisque quand on va poser des questions sur l'environnement où la personne a vécu quand elle était plus jeune, quel était son style de vie, quels étaient, on va dire, les symptômes, les pathologies, les voyages, etc. On peut déjà dresser, on va dire, on peut faire certains croisements
avec l'expérience, de dire, bon, voilà, effectivement, là, on commence à s'apercevoir que il y a susceptibilité d'avoir des métaux lourds. Après, ce qui est assez déroutant, et dans, on va dire, j'ai pratiqué le face-à-face depuis à peu près depuis 2010 en consultation. Tu peux pas imaginer le nombre de fois où des patients arrivent vraiment en bout de chemin, fatigués, enfin ils comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais de réponse finalement à tout ce qui leur arrive. Ils ont tout essayé, pas encore la naturopathie d'ailleurs, c'est souvent aussi une des dernières thérapies qui va un peu les sauver parce que ça va englober plein d'autres choses. C'est un très beau coaching, je trouve, la naturopathie. Ce sont les médecins de demain, comme dit, comme je cite la doctoresse Nathalie Calam, son Neuchâtel. Euh, la, ce qui est incroyable, c'est que finalement, quand je demande au patient d'ouvrir sa bouche pour que je puisse compter le nombre d'amalgames qu'il a en bouche, c'est à ce moment-là où j'ai l'impression que le patient, il comprend en fait. Il dit Mm. ah bah ah waouh, c'est marrant parce que j'ai toujours senti qu'il y avait un truc avec ce plombage, ce mercure et tout, et il a le sentiment de poser un peu ses valises et faire ouais ok, est-ce que je commencerai peut-être pas par ce que j'aime bien dire, c'est avant d'aller explorer absolument, de connaître la quantité précise, je vais te répondre hein, sur quels sont aujourd'hui les moyens et les analyses les plus pertinentes pour comprendre ça. On a d'abord quelqu'un qui dit, alors, ok, est-ce que ça viendrait pas finalement des métaux lourds, tout ce qui m'arrive? Et on le sait, la littérature l'explique assez bien maintenant, que on va dire 80% des pathologies et des symptômes ont une grande origine, enfin, ont une origine liée aux métaux lourds. L'OMS en a parlé. C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant d'ailleurs hein, dans les cliniques et les centres, de faire ces bilans-là. Parce que à quoi bon, on va dire, faire tout bien, pratiquer un super changement alimentaire, de faire plein d'autres soins, favoriser même la détox du corps, si derrière on n'a pas identifié déjà la source. Et je me rappelle en formation, j'avais fait ma formation à Genève, où on me disait, déjà, identifie ce qui est les toxiques qui sont les plus proches de toi. Et déjà, il y a du boulot, finalement. Alors, on peut parler, il peut y avoir dans l'eau, il peut y avoir dans les aliments, il peut y avoir dans la pollution de l'air, etc. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir plus ou moins. Hein. On ne va pas non plus, même si c'était la période du Covid, vivre avec un masque pour, on va dire, se protéger de la pollution automobile. Mais finalement, on a juste peut-être à identifier ce qu'on a en bouche, qu'on a peut-être du mercure, qu'on a peut-être aussi d'autres métaux, parce qu'il y a du galvanisme, ça, peut-être on en reparlera, ou peut-être dans un autre épisode. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont proches. Et ça, c'est déjà, on commence à faire le travail là-dessus. On peut après juste observer les améliorations sur sa santé sans forcément partir dans 15 000 analyses. Pour quantifier ensuite ces métaux lourds, et puis si on reste, on va dire, sur l'exemple du mercure, qui est le métaux lourd le plus problématique, puisque, encore une fois, c'est le seul à s'éliminer qu'à 20%. Il attaque tout. C'est un neurotoxique. Il attaque tout ce qui est au niveau du collagène. Il attaque au niveau des cellules, au niveau des matrix métalloprotéines, des MMP, comme on dit, qui sont utiles en tout. Ça va vraiment agir sur le vieillissement, au niveau de la perte des cheveux. Enfin, les symptômes liés à l'intoxication au mercure sont faramineux. Si on reste à ça, on va dire aujourd'hui, il y a des analyses sanguines, des analyses urinaires. Alors les analyses sanguines, c'est plus compliqué parce que c'est du fluctuant, c'est de l'instantané, c'est pas vraiment pertinent. Il y a ensuite des analyses comme les tests de cheveux pour savoir si on a des métaux lourds. Il suffit que tu ne sois pas un bon excréteur. Je dis pas ça hein, puisque tu as ton style, donc je dis ça pas ça pour toi, mais je veux dire peut-être tu n'es pas un bon excréteur et en fait tu n'arrives pas à détoxifier par les cheveux. Donc tu peux avoir une intoxication au mercure, faire Un une faux analyse des négatif. cheveux, l'envoyer chez un médecin, puis le Mm. médecin il va dire non non mais attendez, je sais pas qui vous dit ça, mais vous avez rien du tout. Regardez, l'analyse est zéro. Mhm. Donc pas très pertinent. Il y a ensuite l'analyse au niveau de la salive, mais il y a différentes choses. C'est bien aussi de mâcher un chewing-gum pendant 15 minutes pour calculer l'évaporation, parce qu'il y a une usure du mercure qui se fait, qui a été testée. Quand on mâche du chewing-gum, on multiplie par 100 l'évaporation du mercure. Ah, c'est énorme. Et puis ensuite, on a, on va dire, des outils un peu plus gadgets comme l'oligoscan. C'est effectivement, on va dire, une lumière avec un outil qui est envoyé dans l'épiderme et par retour va vous donner la quantité ou une mesure en tout cas d'intoxication à différents types de métaux. Donc c'est bien, ça les liste tous. On voit à peu près
on va dire des diagrammes se dessiner, une courbe se dessiner. On voit aussi les carences des métaux. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Je n'ai pas encore une grande opinion sur ce test. Mais en tout cas, ça a l'avantage de sensibiliser le patient à peut-être aussi s'occuper de ces métaux lourds. Et puis ensuite, on a le test de provocation qui aujourd'hui est celui le plus pertinent puisque on va effectivement injecter une petite quantité d'un agent chélateur, donc de l'EDTA ou de DMPS, mais principalement de l'EDTA, à faible dose au patient, avec bien entendu le médecin qui contrôle, l'infirmière qui injecte. Et puis, on doit récupérer son urine pendant 48 heures dans un bidon. Et ce bidon-là, vous allez l'envoyer en fait dans un laboratoire d'analyse sérieux qui ensuite va pouvoir quantifier les métaux lourds. Et c'est vrai que ça, c'est une analyse qui peut être pertinente puisqu'ensuite le médecin peut voir en corroborant avec l'anamnèse sur les symptômes et les pathologies l'urgence, le rythme, le style de détox qu'il faut. Est-ce qu'il est capable physiquement de supporter une chélation puissante ou est-ce qu'on va y aller en douceur, etc. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis sur cette dernière phrase, parce que moi, j'ai cette formation aussi et cette grille de lecture naturopathique qui pose toujours un peu comme problématique le, le, le souci des émonctoires. Ouais, Émonctoires forts, émonctoires faibles, émonctoires relais. ouais, Que se passe-t-il d'abord sur un organisme fatigué, épuisé aujourd'hui? Je pense que aussi bien toi que moi, on sera d'accord sur le constat que nous croisons de plus en plus en pratique quotidienne des gens qui sont épuisés ouais. nerveusement, qui n'ont Et plus les nerveusement, ouais. ressources nerveuses nécessaires pour justement procéder à ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, et avec des émonctoires, que ce soit l'émonctoire rénal, le filtre hépatique, l'émonctoire intestinal, qui sont de plus en plus faibles, ou en tout cas de moins en moins opératifs. Comment Mm. ça se passe en pratique courante, en connaissant cette réalité-là, je dirais, qui relève davantage de la santé publique Ouais. que d'autres choses. Ouais, ouais, bah écoute, en fait, tu mets le point sur les éléments physiologiques dont le corps dispose depuis des millénaires, qui a cette capacité effectivement à s'auto-nettoyer. Alors, c'est simplifié, hein, comme l'hydrothérapie du côlon, ce n'est pas juste un simple nettoyage du côlon. On va dire le corps, encore une fois, d'il y a 1000 ans, indépendamment du fait qu'il y avait des guerres, des familles, des famines, et puis effectivement la médecine qui n'était pas peut-être aussi développée qu'aujourd'hui, une mortalité importante. Il n'empêche que ceux qui vivaient dans l'opulence ou qui vivaient bien avaient une santé incroyable. On avait énormément de centenaires parce que tous ces toxiques, et là on va inclure, on va lire vraiment tous ces toxiques, ont une incidence effectivement sur le vieillissement cellulaire et le corps ne peut pas gérer. Il n'est pas habitué en fait à gérer tous ces métaux lourds, tous ces pesticides, tous ces toxiques. Donc à un moment donné, ce sont les organes qui vont en pâtir. Et forcément, quand le corps se met en phase de détox, alors je pense que effectivement, tu as sûrement dû évoquer par le passé ou dans tes pratiques la question du jeûne, la question des plantes qui peuvent être aussi aidantes, ou de techniques ou d'une alimentation anti-inflammatoire et favorisant la détox. Euh, c'est malheureusement, ces organes, ces émonctoires sont à protéger puisqu'ils sont par exemple, le mercure euh, s'éliminant principalement par les reins et un peu aussi quand même par les selles, abîme les reins. Donc, c'est pour ça que ce que tu dis est primordial. C'est avant toute détox, avant de foncer chez n'importe qui pour se faire une détox des métaux lourds, faites déjà une régénération de vos organes, de vos émonctoires. Il y a tellement à faire. Et puis ensuite, le corps, bah, voilà, il va y aller à son rythme. Et ensuite, dans des cas, on va dire peut-être d'extrême urgence ou par choix personnel, ok, d'accord, allez-y sur des techniques qui sont un peu plus punchy, efficaces, mais il faut que les émonctoires clairement soient en santé. Et donc là, c'est d'où l'intérêt effectivement après d'aller rencontrer des naturopathes qui ont vraiment une bonne connaissance de ça.
Et tu disais aussi, hein, il y a le système nerveux, parasympathique, sympathique. Enfin, il faut aussi que le patient puisse se comprendre tous ces mécanismes et ne pas suivre aveuglément ce que dit un thérapeute. Et il faut que le thérapeute aussi coordonne aussi un peu le parcours patient, puisque, on va dire, la détox, ça ne se limite pas à juste dire, boire un jus vert, faire de la méditation et puis manger sainement. Il faut y aller au cas par cas. C'est exactement ce que tu dis. Mhm. Ouais, une fois de plus, mais bon, les personnes qui regardent l'émission sont habituées à ce genre de propos. On est vraiment aux antipodes du discours allopathique conventionnel, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de faire une pédagogie de santé et faire de l'explication et de l'éducation ou de la rééducation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu évoquais ce qui pouvait se passer dans le monde occidental il y a 150 ans. Bah, il est évident que nos ancêtres, il y avait des choses pour lesquelles ça tombait sous le sens pour eux. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point où finalement certaines évidences se sont passées complètement sous le tapis, alors que bah, il faudrait revenir à des choses de bon sens comme voilà, la densité des interactions sociales plutôt que d'être derrière un écran, l'exposition à la lumière solaire, avoir son potager, quelques poules, enfin voilà, bon, des choses encore une fois de bon sens, mais qui aujourd'hui paraissent parfois surréalistes Mm. quand tu le dis à l'homme occidental dit moderne, quoi, hein. Donc ça, c'est intéressant ce que tu abordes. Moi, ce que je voulais surtout évoquer avec toi, tu l'as dit un peu en préambule, en début d'entretien, tu as parlé de la chlorella. Ouais. Moi, j'avais cette notion de détox, je dirais protocolisée, peut-être un peu tarte à la crème, chlorella, coriandre, et puis C'est OK, hein. ouais. Alors voilà, en fait c'est pour ça que je t'interrogeais là-dessus. Qu'est-ce Ouais, que tu as un point de vue sur ce protocole ouais. de détox qui est le protocole Klinghardt, hein, c'est juste? Ouais, alors entre autres, exactement. Alors encore une fois, je ne suis qu'un relais. On m'a enseigné des choses. Ensuite, je l'ai confirmé dans la pratique. J'ai appris ensuite par mes propres initiatives aussi. J'ai eu ces informations aussi par d'autres sources. Euh, il faut voir en fin de compte, donc on revient sur le mercure. Par exemple, quand il est logé dans les graisses et qui fait pas, enfin, on va dire, il a déjà fait les dégâts, hein. La personne a eu des amalgames en bouche pendant des années, ou mange non-stop des sushis, hein, le thon et le saumon, c'est des poissons de fin de chaîne, donc énormément de mercure, donc vigilance aussi pour ceux qui ont déjà beaucoup de mercure. Euh, le mercure, en fait, il a des affinités avec les fonctions soufrées. Et la chlorella et la spiruline, étant des algues qui sont chargées en soufre, vont avoir effectivement cette affinité avec le mercure et vont, quand on en consomme, tenter avec des pinces. Chélation, c'est du grec chélé, qui veut dire pince, en fait, les pinces de crabe. Donc agrippé, en fait. Et l'affinité avec le soufre fait que les éléments, les atomes de la chlorella et de la, enfin pas les atomes, mais les molécules de la chlorella et de la spiruline, qui ont des fonctions soufrées, vont avoir tendance à vouloir déloger un peu le mercure des graisses et tac, vont la gripper avec ses pinces et puis commencer à l'éliminer, donc en passant d'abord par la circulation sanguine avant d'arriver au niveau des reins. Malheureusement, pendant le chemin, bah, tout d'un coup, on a une pince qui est un peu faiblarde et puis elle casse. Et donc, elle va libérer finalement ce mercure qui était stabilisé, qui faisait plus de dégâts, va libérer ce mercure dans la circulation sanguine avec un risque que ça aille en plus au cerveau, que ça fasse du dégât ailleurs, etc. Et donc, on a, nous, récupéré entre mes collègues et moi qui ont, on va dire, reçu cette information-là et qui pratiquent la détox consciente et en douceur, on récupère des patients à la petite cuillère. Et souvent, d'ailleurs, on ne comprend pas après si on loupe cette information dans l'anamnèse, on peut tout d'un coup louper des mois et des années, et puis la personne dit, attendez, je ne comprends pas, je suis toujours KO, fatigue chronique, etc. Et on dit, mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on fait, ça devrait marcher, quoi. Même s'il y a, on va dire, il n'y a pas non plus, encore une fois, une solution parfaite. Cependant, quand on pose la question à un moment en disant, mais attendez, mais vous faites des cures de spiruline? Ah ouais, mais à fond, je fais des trucs détox, dingue. Bah ouais, parce que c'est écrit sur les boîtes, en plus c'est plébiscité par les entreprises qui en vendent, c'est écrit détox chélateur. Et donc,
Les gens qui s'intéressent à un moment à cette problématique des métaux lourds savent que la chélation est un outil important, savent que la chélation faite par un médecin a des effets secondaires. Donc, on va aller plus aller sur de la détox soft, mais malheureusement, cette détox soft a des conséquences. C'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut y aller en douceur. Spiruline, chlorella, encore une fois, sont des super aliments chargés en minéraux. Enfin, c'est le top. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est super bien. Mais je donnerais ça avec des patients sur lesquels on a déjà identifié qu'ils n'avaient pas de mercure dentaire. Peu de symptômes qui pourraient corréler au fait qu'il y aurait une autre intoxication de métaux lourds. Mais voilà, donc vigilance, pas d'interdiction, mais vigilance sur ce type de traitement. Et voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on essaye dans notre secteur de véhiculer. Et c'est vrai qu'on, voilà, souvent, ces boîtes de spiruline, ensuite, sont offerts à la cousine ou au cousin, mais avec, voilà, avec la certitude que ça ne va pas impacter sur la santé. Ce qui est Ouais, d'accord. paradoxal finalement. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment se passe euh, une détox au niveau de l'espace buccal, des amalgames dentaires? Ouais, Comment se passe une dépose? Et ouais. puis surtout, qui est-ce que ça concerne? Parce que je crois que aujourd'hui, il n'y a plus aucun dentiste qui utilise des amalgames qui contiennent du mercure, en tout cas officiellement. Tu as l'air En tout cas en de Suisse, pas être ouais. compl- En Suisse, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Donc ça concerne, je dirais, peut-être une certaine génération de gens jusqu'à un certain âge, peut-être moins les ouais, jeunes générations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? bien sûr. Donc, effectivement, alors le mercure dentaire est encore posé dans des dizaines et des dizaines de pays à travers le monde. La Suisse ne le préconise plus depuis, alors encore c'est une liberté, mais ne le préconise plus en tout cas depuis, je pense, plus de 20 ans. Dans les pays nordiques, on ne l'enseigne plus. Par exemple, au Japon, ça a été banni, puisque on va dire toute la compréhension de l'impact du mercure vient du Japon avec la catastrophe de Minamata. Donc j'invite vraiment les téléspectateurs à regarder pourquoi le mercure est problématique, puisqu'il passe par le transfert placentaire. Donc, c'est-à-dire qu'une maman qui a eu du mercure en bouche le transmet automatiquement par transfert placentaire à l'enfant. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur la prévention au niveau des mamans et des, gens, et des femmes, des jeunes femmes, et on fait aussi beaucoup de prévention avant d'avoir des enfants. Donc, voilà. Et moi, je fais partie d'une ONG qui s'appelle Say No to Mercury depuis 2019. Et on agit à l'ONU tous les ans à la COP, donc la Minamata Convention, qui effectivement essaye de mettre en place des lois et des mesures pour bannir l'utilisation du mercure, mais dans toutes les industries. Nous, on est effectivement plus à même de discuter de tout ce qui va être lié au mercure dentaire, parce que c'est un peu mon dada, et c'est parce que forcément, je me suis aperçu quand j'avais découvert ça en cours euh, que finalement, beaucoup en ont. Donc, effectivement, pour répondre à ta question sur l'âge, principalement, on va dire au-dessus de 30, voire plus 40. Là, c'est sûr qu'on a quasiment, par expérience, allé à la louche, pourrait te dire quand même 2, 3 sur 5 qui ont du mercure en bouche dans ces générations. Euh, donc, sachant que le composite, c'est ce qui a été l'alternative au niveau esthétique, qui a remplacé souvent ça. Et il y a eu toute cette période où on les remplaçait parce que soit ils commençaient à se casser, soit parce que c'était pas beau. Hein. Quand on ouvre la bouche, on voyait du métal, de l'argent. On appelle ça des silver fillings, d'ailleurs, aux États-Unis. C'est pas des silver fillings, hein, c'est des mercury fillings. On appelle ça plombage. Il n'y a pas de plomb, on appelle ça voilà, des amalgames au mercure. Et ça a été pendant des décennies fait par les dentistes eux-mêmes. Donc, ils les enlèvent. Donc, on appelle ça le fait d'enlever un amalgame au mercure, enfin un amalgame, on appelle ça de faire une dépose. Voilà, on va déposer, on va le prendre et on va. Donc, quand il arrive dans le cabinet, il arrive dans une petite fiole avec une tête de mort en liquide. Ensuite, il va le mixer avec d'autres métaux. Donc, il y a 50% de mercure dans chaque amalgame. Le reste, c'est un alliage qui fait qu'il est effectivement pratique parce qu'il est très bactéricide. C'est pour ça qu'il était beaucoup utilisé. Il tuait tout ce qui était bactéries. Il est très malléable, très facilement à poser. Il durcissait très vite. Et puis, malgré tout, il tenait quand même très bien dans la bouche. Donc, on en a posé pendant des décennies.
Et puis, forcément, quand on a commencé à vouloir les enlever, on les enlevait, on appelle ça, on va dire, de la dépose sauvage. C'est-à-dire qu'on va couper dedans, on va les faire sauter. On ne protège pas le patient, on ne protège pas le dentiste, tous ceux qui sont dans le cabinet, etc. Il y a des vapeurs de mercure qui vont partout. On s'intoxique, mais ce n'était pas encore très connu. Voilà, c'était pas, même si on connaît la dangerosité du mercure depuis des millénaires. Et aussi, on va dire, ses effets thérapeutiques, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets. Et puis est arrivé depuis, je crois, les années faciles, les années 50, 60, avec Dr Pinto en Amérique du Sud et le Dr Huggins aux États-Unis. Donc, c'est vraiment les pionniers des dentistes qui ont mis en évidence la dangerosité du mercure dentaire et qui ont travaillé toute leur vie à former les dentistes à faire de la dépose sécuritaire. Donc maintenant, voilà, c'est grâce à ces personnes-là qu'on a en plus évolué au niveau de la dentisterie et que de plus en plus, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que ça soit partout. On a effectivement des dentistes qui vont se former à différents protocoles. Donc il y en a deux aujourd'hui qui existent. On a IAOMT qui ont un protocole, donc c'est une grande fondation internationale qui ont mis en place un protocole qui s'appelle SMART. Donc c'est Safe Mercury Amalgam Removal Technique, SMART. Donc ça c'est de IAOMT. Et ensuite, donc c'est bien d'avoir un dentiste en tout cas qui soit certifié IAOMT, SMILE. Et ensuite, on a aussi le grand protocole Huggins-Grube, Huggins du Dr Grube et de Dr Blanche Grube, que je connais très bien aussi, qui ont mis en place un protocole, entre autres, dans la dentisterie biologique, de dépose sécuritaire d'amalgame avec l'utilisation d'ozone, l'utilisation de vitamine C, et puis vraiment la sécurité, donc mettre une digue autour de la dent pour éviter qu'on en avale, une protection complète du patient, une protection complète du dentiste et de ses assistantes, une salle qui soit équipée aussi de filtres, à la fois dans la bouche avec différents types de filtres, enfin de canules aspirantes très puissantes, des filtres à charbon, des machines qui vont décontaminer l'air. Et puis le patient a effectivement normalement un masque plus que FFP2, mais voilà, c'est Tchernobyl. Ça, c'est effectivement une dépose sécuritaire au max. Et c'est ce qu'il faut absolument tendre vers. Ça peut faire peur, ça fait un peu anxiogène. Mais malgré tout, quand on comprend à quel point les substances de mercure sont volatiles quand on fait une dépose, on peut effectivement tomber fortement malade après une dépose sauvage. Moi, ça m'est arrivé souvent dans des anamnèses, quand je pose la question au niveau dentaire, quand est-ce qu'ils ont fait leur dépose d'amalgame. Je leur ai posé, est-ce que vous vous souvenez d'un minimum de précaution? En règle générale, c'était non. Peut-être petit à petit, on commence à arriver avec des dentistes qui mettent au moins le minimum, qui font quelque chose d'un peu correct. Et ben, on s'aperçoit que les symptômes, quand on regarde la chronologie, qu'il y a certaines choses qui sont apparues comme par hasard quelques mois, quelques années après ces dépôts sauvages. Pourquoi? Parce que là, il y a une très forte réintoxication du patient au niveau, c'est-à-dire qu'il va inhaler énormément de particules de mercure, de vapeur de mercure. Et en avalé, qui va être en plus transformé par la mauvaise flore, qui aujourd'hui n'a pas une mauvaise flore, enfin déséquilibrée. Donc tout ce mercure va se transformer en méthylmercure, devient de plus en plus toxique. Sachant que, pour vous donner une idée, si on prend un amalgame dentaire et qu'on le pose sur une table et qu'on le passe au rayon vert, là, je ne sais plus lequel, on voit déjà de la fumée, même à température ambiante, même à partir de 0 degré, il y a déjà de l'évaporation mercurielle. Voilà, donc c'est un sujet qui est complexe parce que forcément, il y a eu les dégâts qui ont été faits avant. Beaucoup de personnes, des millions de personnes en ont dans leur bouche, sont malades aussi de ça. Donc c'est un peu aussi risqué puisque c'est un peu comme l'amiante. Hein. Aller dire à une population entière de dire, voilà, effectivement, entre guillemets, on vient de comprendre maintenant, même si ça se dit que c'est toxique, le risque, c'est que beaucoup de patients vont foncer chez leur dentiste qui n'est pas formé ou qui va minimiser l'impact, qui va dire mais non, ça c'est encore des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, alors que bon, aujourd'hui on le sait, il y a plus de débat par rapport à ça. Mais voilà, aller chez des dentistes en parallèle d'un suivi avec un naturopathe
pour travailler de pair, pour faire à la fois une détox qui soit sécuritaire au niveau de votre bouche, et puis après derrière favoriser le corps avant, pendant le traitement et après. Et ça, c'est le boulot du naturopathe ou du thérapeute qui connaît bien le sujet. Ouais, je reviens sur ce que tu disais, le risque justement si la population est mise au courant et que ce genre de discours est davantage démocratisé, est-ce que justement c'est pas que les gens aillent aussi par impératif économique davantage vers de la dépose sauvage? Parce que j'imagine que ce que Bien tu as sûr. décrit là en termes de dépose sécurisée, ça a un coût parce qu'il y a une logistique derrière, il y a une infrastructure, il y a un Mm. personnel, il y a du matériel, il y a des consommables, il y a toute la problématique du recyclage derrière des déchets qu'on génère. Donc j'imagine que c'est quoi le ratio là en termes de différentiel de coût? On est dans un ratio de quoi? 1 à 10, 1 à 20, 1 à 50? Non, 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 non. Comment dire? De toute façon, une dépose, même sauvage en Suisse, c'est des soins qui sont non remboursés. Les soins dentaires en Hmm. Suisse coûtent cher. Autre chose, en France, on continue quand même à en poser hein, des tonnes dans la bouche des Français. C'est encore quelque Ah ouais. chose qui n'est pas encore passé dans leur esprit. Mais ça évolue très bien, hein. Comment dire, aux États-Unis, le dentiste, il est obligé d'avoir même un panneau où il assume de dire oui, moi je continue à utiliser le mercure et où il y a quand même, voilà, en disant que c'est quand même toxique. Le dentiste, d'ailleurs, quand il enlève un amalgame, a interdiction de le jeter à la poubelle ou dans les canalisations. Il doit quand même le mettre dans une boîte hermétique, fermée, et appeler une société qui vient chercher ces produits. Donc, le débat de dire il n'est pas toxique dans la bouche, bah, finalement, il est toxique avant et après, mais dans la bouche, en gros, tout va bien, Madame la Marquise. Non, aujourd'hui, voilà, s'il y a la Minamata Convention à l'ONU, s'il y a toutes ces instances qui mettent ça en place et qu'il y a des pays quand même au fur et à mesure qui commencent à le bannir et qui l'ont déjà banni depuis des décennies, bah, pourquoi pas à un moment donné s'y intéresser. Et effectivement, on va dire, je dirais, hein, le ratio prix, ça serait peut-être de passer de 1 à 2, c'est-à-dire que ça D'accord. coûtera peut-être 2 fois plus cher d'aller chez un dentiste qui fait la dépôt sécuritaire, et encore faut-il qu'il le fasse vraiment bien. Donc, on peut trouver sur Internet maintenant le protocole IAOMT pour vraiment vérifier que le dentiste vous dit la vérité sur tout. Parce que ça peut être devenir aussi un business. On peut avoir des dentistes qui mettent sur leur site, oui, oui, on fait de la dépôt sécuritaire, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas si sécuritaire que ça. Euh, donc voilà, donc c'est pas ça, ça. Et encore une fois, on met de l'argent pour sa santé, hein. On a une voiture, on a une, je sais pas, une pièce mécanique qui casse. C'est pas remboursé par l'assurance, il me semble. On fait pas de crédit à la consommation pour ce type de pièces. Les gens n'ont pas forcément provisionné de l'argent pour acheter une pompe à injection, mais ils ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour aller au travail, etc. Ils vont trouver l'argent pour 2000, 3000 balles pour remplacer cette pièce et faire avancer leur voiture. Enfin, mais leur véhicule, finalement, c'est leur corps, quoi. Donc, beaucoup de personnes maintenant, quand ce n'est pas non plus des prix faramineux, osent mettre quand même ce prix pour aller voir un dentiste qui vaut le coup, quoi. Donc, il y en a un, en tout cas, qui fait très bien son travail, qui s'appelle Docteur Gachet, avec toute son équipe à Rhône Dental Clinic. J'en parle, c'est pas parce que je dirais je veux faire de la pub, mais à un moment donné, il faut que les patients aussi sachent vers qui s'orienter. Et de plus en plus, on a certains dentistes qui sont isolés, qui aimeraient peut-être bien être plus informés, plus formés. Mais voilà, aujourd'hui, il existe des cliniques. On a un peu plus de chance en Suisse d'en trouver. Voilà, il y a eu quelques listes comme ça de dentistes qui font de la dépôt sécuritaire qui sont passées. J'en ai eu une à une époque. Il faudrait la remettre un peu à jour. Et puis après, voilà, continuer à sensibiliser les gens à ça. Mais ça ne s'arrête pas après qu'au simple fait d'avoir enlevé les métaux en bouche. Parce que le mercure a déjà fait ses dégâts. Donc, on peut avoir une personne qui a fait sa dépose sécuritaire ou même une dépose sauvage il y a 30 ans ou 20 ans. Et puis, il arrive avec aucun amalgame en bouche. Mais par contre, il a tous les symptômes de l'intoxication au mercure. Donc, il faut s'en Alors, occuper. ouais, justement, tu peux revenir là-dessus sur quels sont les grands éléments symptomatiques d'une On intoxication au retrouve. mercure pour que les gens aient un petit peu une idée. Et puis ensuite, quelle stratégie thérapeutique globale on peut mettre en place pour aller travailler là-dessus? Alors, je dirais ChatGPT, hein, parce qu'avant on disait Google It, mais Mercure symptômes, je pense déjà ça va t'en sortir. En, en règle générale, tout ce qui est lié à la fatigue des organismes qui sont fatigués, donc fatigue chronique, problématique aussi au niveau de gens qui ont du brouillard,
qui ont des acouphènes, qui ont des maux de tête, tout ce qui est cognitif au niveau perte de mémoire, concentration. Et puis ensuite, c'est effectivement des vieillissements accélérés, perte de cheveux, ça va attaquer le bulbe, ça va attaquer le collagène, le mercure. Ça, c'est intéressant pour toutes les cliniques anti-âge. Devraient absolument avoir des protocoles de détox des métaux lourds, puisque le mercure va détruire ce collagène. À quoi bon dépenser des milliers dans des soins si derrière, on a encore beaucoup de mercure dans le corps. Je me rappelle une fois, j'étais parti en Chine. J'étais pas peu fier parce que j'étais le seul non-médecin d'ailleurs invité. C'était le premier salon, le premier congrès mondial de la médecine anti-âge en Chine. C'était à Pékin. Bon, c'était pas le premier, mais en Chine, forcément, c'est toujours, ils ont toujours l'envie de montrer que c'était la première fois qu'il y avait un congrès de médecine anti-âge qui se faisait, mais on avait, on va dire, le top 15 des médecins anti-âge européens qui étaient présents. On avait 2 prix Nobel. J'étais on the stage avec toute l'équipe et j'avais fait une détox sur les métaux lourds pendant ce congrès. Et ce qui était incroyable, c'est qu'ils n'avaient aucune notion de l'impact des métaux lourds. Et lors de la session plénière le lendemain, avec tous les experts et le président de ce congrès, à un moment, il fallait poser une question. Donc j'ai osé, j'ai levé la main et puis j'ai posé la question devant, on va dire vraiment le top de ce qu'on pouvait avoir comme médecin dans l'anti-âge. Et puis j'ai dit, voilà, quand est-ce que la médecine anti-âge va prendre en compte l'impact des métaux lourds sur le vieillissement cellulaire, etc. Et je vous avouerai que, je dois bien avouer que ça m'avait surpris la réaction parce qu'en fait, ils n'ont pas tout de suite répondu. Ils ont quasiment tous eu la tête un peu qui tombait comme ça en disant ouais, bon, il va bien falloir un jour s'en occuper, etc. Mais c'est complexe parce que il y a un autre sujet aussi qui fait que cette question des métaux lourds est un peu tabou dans les hautes sphères, c'est qu'il a été utilisé aussi dans la vaccination. Alors, on n'est pas là pour débattre du pour, du contre, de l'utilité de la vaccination. On va dire, ce sont des choix personnels et puis ce sont des directives médicales qu'il faut à la fois respecter, mais il faut aussi savoir en discuter, mais à la tête posée. Et c'est vrai que le mercure avait été utilisé je crois qu'on l'appelait le thymérosal, c'était le nom, parce que le mercure a différents types de noms, et on appelle ça le thymérosal, et il a été beaucoup, beaucoup utilisé pendant des décennies dans la vaccinologie, Comme dans la adjuvant, vaccination ouais. en tout cas, Effectivement. sans parler de l'utilisation de l'aluminium, de Mhm. l'hydroxydaluminium, etc. Donc forcément, vu que c'est devenu la vaccination un débat sur lequel il y a les pour, il y a les contre, il y a les complotistes, les extrémistes, les pro-laboratoires, etc., on est encore dans de la division qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus qui dit vrai. Il n'empêche que le fait de pointer du doigt que c'est un problème, les métaux lourds, forcément, on pourrait dire, oui, tous ceux qui ont eu à l'intérieur en ont dans leur organisme. C'est une des sources, elle est officielle, il n'y a rien de nouveau. La première source d'intoxication, par exemple du mercure, elle est bouche. En deuxième, je crois que c'est les vaccins, enfin, c'est à l'époque. Et la troisième, je crois que c'est les poissons. Donc les poissons gras, etc. Donc c'est pas pour autant qu'on va dire, voilà, n'en mangez plus. Mais si on veut parler d'un sujet et en comprendre, il faut tout explorer. Et voilà, donc tout ça pour dire que ces gens-là, dans la médecine anti-âge, on le voit aussi au niveau de tout ce qui peut être au niveau des personnes qui ont des problèmes au niveau de thyroïde, auto-immune, des personnes, on a souvent beaucoup de corrélations aussi de gens qui ont le syndrome du côlon irritable, qui ont aussi des intolérances alimentaires ou qui ont des porosités intestinales. On a du mercure. Le mercure va brûler les choses, va détruire les cellules, va les rendre malades, va les rendre toxiques. Enfin, voilà, ça c'est problématique, plus tous les autres métaux lourds, hein, bien évidemment. Donc, finalement, on peut se dire que quand on fait une anamnèse, on pourrait dire, bon, ben voilà, on a tous les symptômes parce qu'effectivement, ils sont impliqués dedans.
Évidemment, encore une fois, c'est pas pluridisciplinaire, c'est multifactoriel, les sources sont nombreuses. Et puis, voilà, on peut avoir des gens qui ont des prédispositions génétiques. Et puis, il y a d'autres choses qui font que on a les perturbateurs aussi endocriniens. Enfin, beaucoup de choses font que le corps se fatigue énormément. Mais encore une fois, cherchez pas plus loin, allez chercher au plus proche de vous. Faites déjà ce job d'identifier ce qui est le plus toxique, hein. Il y en a souvent qui disent, bah voilà, mon, mon conjoint est toxique, bah, je vais me séparer de ce conjoint, ma famille est toxique, je vais me séparer de sa famille. Mais avant tout, voilà, ouverture au dialogue, ouverture à la compréhension, restons quand même pas dogmatiques, il ne faut pas rentrer non plus dans du gourou, dans du sectaire, parce que c'est aussi ça, malheureusement. Tu vois, rien que le sujet de la vaccination, c'est très vite touchy et c'est très vite finalement embarqué dans des sphères qui décrédibilisent en fin de compte la recherche scientifique de toutes parts, sachant qu'on a beaucoup de médecins et de dentistes qui sont très sérieux et qui prennent ce sujet à cœur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me permet de rebondir sur ma question suivante, qui du coup sera la dernière question, puisqu'on en arrive déjà au terme de cet entretien. Tu as évoqué la formation des médecins qui sont dans le secteur de la médecine Dentaire. anti-âge, de médecine de longévité. Ah oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de justement cet enseignement et cette sensibilisation à la problématique des métaux lourds, à la fois en fac de médecine dentaire et en fac de médecine conventionnelle? J'imagine que c'est peut-être même quelque chose qu'on n'aborde pas du tout. On doit être à des années-lumière de la problématique, Mm. ou c'est quelque chose qui commence à pointer le bout de son nez. Alors au niveau universitaire, pas du tout. Très peu, entre guillemets. On a beaucoup encore de dentistes qui font de la résistance aussi dogmatique, hein, qui disent non, non, tant que nous, on ne nous l'a pas enseigné à l'université, on part du principe que le mercure dentaire n'est pas problématique. Ok, pourquoi pas, mais bon, l'évolution fait qu'on on apprend aussi de nos erreurs et la médecine aussi a appris comme ça. Donc au niveau après des médecins anti-âge, alors la médecine anti-âge, c'est un créneau. Donc souvent, c'est beaucoup aussi de personnes qui sont dans la chirurgie esthétique et dans les Mhm. médecins en dermatologie qui s'orientent avec leurs connaissances dans la médecine anti-âge. Par contre, effectivement, ce que je m'aperçois, parce que j'ai une bonne vision maintenant depuis pas mal d'années en Suisse, puisque moi j'ai fait une partie de mes études en Suisse, j'avais travaillé de 2016 à 2018 à Lausanne dans une clinique anti-âge. Et puis maintenant, ça fait depuis 5 ans que je suis installé, que je vis en Suisse, et que je pratique en Suisse. Le secteur des cliniques anti-âge, je le connais très bien en Suisse romande, de Neuchâtel jusqu'en Valais. Euh, et oui, moi je le vois, ils sont de plus en plus intéressés par mon profil pour discuter de ça avec moi, pour voir comment ça peut s'intégrer. C'est pas forcément évident parce qu'il y a aussi des questions de remboursement, c'est aussi des questions qui peuvent être anxiogènes. Dans l'anti-âge, voilà, il faut que on travaille beaucoup aussi avec des machines. Euh, mais par contre, j'ai le sentiment que la nouvelle génération de cliniques esthétiques et anti-âge et de médecins dans ces domaines-là et chirurgiens sont très vite sensibilisés et ont même commencé à avoir des connaissances dans le domaine. Mais c'est vrai qu'il manque encore beaucoup de cursus universitaires qui abordent ces sujets-là, comme en médecine, on n'aborde quasiment pas, je crois, 15 jours euh, la question de l'alimentation. Je crois que la toxicologie des métaux lourds, elle n'est pas du tout abordée. Pourquoi pas? Mais voilà, après, comme toujours, hein, on a beau faire des études, c'est quand on se lance ensuite avec nos patients et qu'on est passionné par ça qu'on apprend. Et encore une fois, voilà, vérifiez vos sources, vérifiez d'où ça vient. Euh, Pas de dogmatisme là-dessus, pas de sectarisme. Mais par contre, voilà, après, on le voit, nous, au quotidien que je pense que c'est vraiment l'enjeu. Il y a des laboratoires aujourd'hui qui sont en train de développer nouvelles substances chélatrices. Donc la chélation va devenir 3.0, hein, puisque l'ancienne chélation est problématique, puisqu'il y a beaucoup d'effets secondaires. En fait, par exemple, la chélation, le DTA ou le DMPS, par exemple, déminéralise
puisqu'il va choper les métaux lourds, mais en même temps, il va choper d'autres types de métaux, enfin aussi de minéraux comme le calcium par exemple. Il y a aussi des effets secondaires, donc il y a des patients qui réagissent mal, et il est limité. Il ne va pas forcément entièrement détoxifier, il a pas la capacité de passer la barrière hémato-encéphalique, donc d'aller détoxifier un peu le cerveau, ce n'est pas possible. Et maintenant, je suis quand même très au courant parce que j'ai la chance aussi d'avoir voilà, des amis qui sont dans le domaine et qui sont vraiment des pionniers aussi, notamment le professeur Boyd Halley qui est aux États-Unis, qui est aussi en phase de mettre en point la nouvelle génération de chélation qui, elle, est sans effet secondaire, elle n'est pas invasive puisqu'elle n'est pas en intraveineuse, elle se prend en prise orale, elle ne déminéralise pas, donc pas d'effet secondaire, et la capacité aussi d'être un super antioxydant, capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc il y a des perspectives, je pense qu'il y a quand même des recherches qui vont aller là-dedans. Il ne faut pas oublier que de plus en plus de choses tendent vers aussi des corrélations entre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, avec le lien quand même lié aux métaux lourds. Et ça, encore une fois, c'est encore un enjeu parce que c'est un très très gros. J'aime pas parler de business parce que ça serait faux. Tout le monde fait du business. On est thérapeute, on fait du business. On est un laboratoire, on fait du business. Et j'aime pas ce côté où voilà, il y a ceux qui font de l'argent et ceux qui œuvrent pour le bien. Par contre, c'est vrai que la population est de plus en plus touchée par ces pathologies-là. Alors oui, comme l'autisme, on va dire, on le détecte mieux. Cependant, on voit effectivement, on comprend, on peut comprendre aussi le mécanisme physiopathologique de l'impact du mercure ou des métaux lourds sur ce type de pathologie au niveau des neurones, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, etc. Donc il y a aussi un enjeu de santé. Ce n'est pas juste protéger son corps, c'est protéger aussi ses organes vitaux et notamment aussi le cerveau. Mhm. Ok, très bien. Bon, bah, super, merci beaucoup, Nicolas. On a bien Merci à toi, compris Daniel. avec cet entretien qui est déjà terminé, quels étaient un petit peu, je pense que tu as bien posé quels étaient les enjeux de société en termes de santé publique, quelle était aussi la nécessité que le corps médical ou une partie du corps médical se forme à ces problématiques-là. Tu as bien insisté également sur le fait que envisager une chélation ou une dépose d'implant dentaire, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition, ça ne se fait pas avec n'importe qui. Et puis on en profitera, puisque tu l'as évoqué, de mettre aussi dans le descriptif de cette vidéo une série peut-être d'adresses et de liens, d'entités comme ça vers lesquelles se tourner pour trouver les bons praticiens. Et puis bien évidemment, on mettra l'ensemble des liens vers tes pages, tes activités, l'ensemble de ce que tu fais pour que les gens puissent éventuellement te contacter et te poser des questions. Voilà, cette Merci émission est beaucoup. déjà terminée. Je te remercie vraiment beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu présent à cette invitation. Quant à Très nous, bien. je vous dis à très bientôt. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. À très vite et prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Salut, Daniel. Ciao. Ciao, Nico. And I know someday that